Bonsoir. Le Premier ministre Patrick Achi a enfin formé aujourd'hui sa première équipe gouvernementale. Qui sont ceux qui partent et ceux qui restent et qui sont les nouveaux arrivants au gouvernement? On fait le point tout à l'heure en compagnie de Madame Edith Broubleu. Le collectif des syndicats nationaux des agents des collectivités locales a annoncé un arrêt de travail à partir de demain, 7 avril. Et les raisons, les conséquences de cette décision dans le Life Actu. Nous parlons également de droit avec Mélissa Djedje, comme tous les mardis. Aujourd'hui, il sera question de diffamation envers les personnes physiques. Et ce soir, nous serons en compagnie du chairman Mohamed Salamé, à l'occasion de la sortie de son œuvre autobiographique, Une vie de Paris. Nous essaierons de mieux connaître le parcours de l'homme et de revenir avec lui sur les grandes lignes de son ouvrage que je tiens là et que j'ai parcouru. Débat et analyse, décryptage de l'information, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, ben c'est nulle part, c'est ici, c'est dans le Live Talk. On dit bienvenue. Oyez, nous sommes mardi, après lundi férié, mardi, ça recommence pour tout le monde. Ceux qui étaient en repos ont repris, ils ont retrouvé ceux qui travaillaient comme nous. On est très très heureux. La team, elle est présente, Sophia Ida. What's up? Ça va? How are you? I'm great, how are you? Yeah, fine. So beautiful. Merci. So shine. Thank you. C'est un peu normal. Hein. You're welcome. Pardon. Pour une femme de destinée, c'est un peu normal. Women of Destiny? Yes. Right. Merci. Madame Bleu, comment allez-vous? Très bien, Brice. Ben, vous êtes endimanché comme si vous entriez au gouvernement. Effectivement, avec les carreaux, je ne sais pas s'il y a un nom pour ça, mais bon, je suis carrément endimanché pour accompagner un ministre, pourquoi pas. Très très bien. J'ai d'inspiration comme ça. Et puis, plus en couleur, Rihanna Assi. Bonsoir Brice. Comment ça va? Ça va. Magnifique Fallait une comme petite d'habitude. touche de peps, on va dire, sur le plateau. Donc, Très bien. je m'y prête. C'est gentil pour les autres. Ouais. Ils se sont dit, ah là, côté peps, on a raté un truc. Bon, on l'a rattrapé ici. Et puis, monsieur Kouachi, tout en présence. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, en présence et en manche courte, histoire de mettre les biceps en valeur. Il y a une histoire concernant ces biceps-là. Un jour, lors d'un best-of, je rencontrais beaucoup d'histoires autour de beaucoup de choses qui se disent autour de cette émission. Sur ce, notre petite fourmi a une petite info pour nous. Oui, et c'est une info qui m'a agréablement surprise. Vous allez l'être tout autant que moi. C'est au Royaume-Uni. Je rigole. C'est au Royaume-Uni où un cours sur le bonheur est dispensé aux étudiants de première année et apparemment ça les rendrait plus heureux. Alors c'est dispensé, comme je le dis, aux étudiants de première année à l'université de Bristol depuis 2019 et selon les témoignages, il paraît que certains étudiants semblent bien plus heureux et ça se ressent même sur leurs résultats, on va dire, de fin de semestre et de fin de trimestre pour certains. Alors la formation dure 3 mois, elle comporte 2 volets, un volet théorique et un volet pratique. Alors le volet théorique, on le sait, c'est généralement les cours magistraux dispensés par les enseignants. On va dire, ça porte plus particulièrement sur la psychologie et sur la neuroscience du bonheur. Mais par contre, l'exercice pratique, c'est ce qui va nous intéresser, va porter sur des exercices comme réaliser un acte de gentillesse, discuter avec un inconnu, bien dormir, faire de l'exercice régulièrement, dire des compliments à ses, on va dire, à ses voisins de cours, et puis bien d'autres exercices qu'on ferait tout aussi bien quand on est heureux. Donc en tout cas, c'est une belle initiative que je salue particulièrement et je pense qu'il devrait être initié par pas mal d'écoles, ne pas s'arrêter seulement à l'enseignement supérieur, mais commencer dès le collège déjà à instituer cela. Moi, je pense que même dès le primaire, c'est des choses qui doivent être enseignées. Si on enseigne à des enfants les mathématiques, etc., être heureux, ça fait partie aussi des choses qu'on doit savoir consommer dans la vie. Donc pour tout ce qui est développement personnel, on en parle souvent, c'est important justement d'apprendre aussi aux gens comment bien vivre. C'est ça. Non, mais parce que vous dites, faut que ça commence à la base, parce que souvent c'est à 42 ans qu'on apprend que quelqu'un est heureux. Oui, mais c'est ça. Non, c'est clair. Et puis il faut dommage. voir, il faut quand même se dire qu'on passe, je dirais pour certains, même 60% de nos vies
sur les bancs de la formation, à l'école, au primaire, au collège, aux enseignements supérieurs. De tout, avant que ça donc c'est là qu'on apprendrait... C'est un ensemble de valeurs même qu'il faut enseigner aux gens. Oui, tout à fait. Le bas âge. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire. Il y a un mec qui arrive. Oui, je vais encore faire mon Serge Plachy, je suis désolé, j'y peux rien. Mais il faut planter le contexte. Aujourd'hui, les étudiants sont de plus en plus tristes et surtout atteints psychologiquement à cause de la pandémie Covid-19 justement. Et c'est depuis 2019 que ces cours-là sont dispensés. Je pense que c'est à dessein parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément la même réalité, nous, nos étudiants ici, mais là-bas, les cours en présentiel n'existent pratiquement plus. Les étudiants qui sont obligés pour la plupart de travailler pour payer leurs cours ne peuvent plus non plus bosser et ont du mal aujourd'hui à subvenir à leurs besoins. Donc il y a plein de crises psychologiques là-bas à ce niveau-là, de jeunes qui ne croient plus au bonheur, qui ne peuvent plus sortir faire la fête. Donc c'était important quand même dans le contexte en 2019 de commencer. Il avait déjà compris aux États-Unis comme Harvard. Harvard aussi délivre aussi des cours sur le bonheur avec des professeurs spécialistes. Puis il y a un État aussi qui l'a compris, le royaume du Bhoutan, qui est un peu au niveau de l'Asie. De là où ils sont, je pense que c'est... Oui, ils ont compris depuis bien longtemps. Ils ont compris que la croissance ne fait pas forcément le bonheur. Et que le PIB mesuré, le PIB ne veut pas dire forcément que les populations qui produisent sont heureuses. Donc eux, ils mesurent leur niveau de croissance. Est-ce que les riches sont heureux? Voilà, ils mesurent leur niveau de croissance en le mesurant par l'indice du bonheur. Donc ils l'ont bien compris. C'est le cas justement non seulement d'encourager, on va dire, ces initiatives-là qui sont prises ailleurs et qui devraient être instituées ici, mais aussi de rappeler qu'on a d'autres valeurs aussi qui sont tout aussi importantes, comme la citoyenneté. Moi, je me rappelle au primaire, c'est pas bien loin derrière moi, au primaire, on avait ce qu'on appelait l'ECM, l'éducation civique et morale, mais on prenait 1 heure par semaine et je vous avoue que même l'enseignant ne prenait pas ça vraiment au sérieux. Non, les enfants l'étudient, mais je veux dire après, entre l'étudier et l'appliquer, et entre le fait que vos professeurs montrent l'exemple et que la société montre l'exemple, c'est pas pris très au sérieux, donc ça se ressent. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Voilà, il faut chacun définit son bonheur également. Oui. D'ailleurs, on dit que le bonheur réside dans les choses simples de la vie. Je pense qu'un premier point du bonheur, c'est l'information. Et tout de suite, on va partager celle que nous avons avec nos auditeurs, c'est dans le Life Actu. Wow. Fallait pas nous chercher, nous. Fallait pas nous chercher. Le nouveau gouvernement ivoirien est en place. La Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement. Eh bien, il y a 42 membres qui forment ce gouvernement-là depuis, j'ai envie de dire, quelques heures. Madame Bleu. Effectivement, 42 membres pour ce nouveau gouvernement contre 47 dans le précédent, avec des chiffres, je pense que ça vous a intéressé, 38 ministres et 4 secrétaires d'État, je vais y arriver. Donc c'est un nouveau gouvernement qui a été dévoilé aujourd'hui, mardi 6 avril. Le président de la République a choisi de jouer la carte de la continuité. Donc des changements, c'est vrai, mais pas aussi importants qu'on aurait pu l'attendre. Je parle de l'opinion publique. Le président a donc procédé à des réaménagements par petites touches, une forme de jeu de chaises musicales. Donc sa nouvelle équipe, on pourrait dire qu'elle est plus jeune. Et il n'y a pas de ministre de plus de 68 ans. En tout cas, c'est le constat. La moyenne d'âge tourne autour de 50 ans. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Donc de nombreux ministres déjà en place restent dans le nouveau gouvernement dirigé par Hachi Patrick. Donc 2 ont été promus ministres d'État. Donc il s'agit de Kandia Camara, nommé aux Affaires étrangères, et donc c'est la nouvelle numéro 2 du gouvernement. Et Kobenon Kwasi Adjoumani, qui conserve son portefeuille de l'agriculture. On a également Téné Birahima Ouattara, donc le frère cadet du président de la République, qui a aussi promu, donc ministre d'État. Il avait été nommé ministre de la Défense par intérim pour remplacer Feu Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars. Il est donc confirmé à la tête de ce ministère sensible et quand même stratégique. Donc plusieurs autres ministres conservent leurs fonctions. C'est le cas de Sanson Kambilé à la justice, du général Vagondo Diomandé à l'intérieur, d'Alain Richard Donwaï aux eaux et forêts, de Nialé Kaba. Il faut faire ça en une phrase, il faut faire ça s'il vous plaît. Aux eaux et forêts. Aux eaux et forêts. Ah oui, c'est vrai. L'accord, c'est très important. C'est important, oui. Aux eaux et forêts, de Nialé Kaba au plus...
la liaison très importante, de Nialé Kaba au plan et au développement, d'Amadou Koné au transport, de Moussa Sanogo au budget, de Mamadou Touré à la promotion de la jeunesse. Donc, parmi les 18 ministres sortants, se trouvent quelques figures de l'ancien gouvernement, dont Ali Koulibaly, ancien ministre des Affaires étrangères, donc qui a été remplacé par Kandia Camara, Sidiki Konakté, ex-ministre de l'Artisanat, ou encore Raymond Kofi Goudou, qui était en charge de la culture, qui n'a pas été reconduit. Et l'autre information, c'est Eugène Aka Awele. Parce que là, c'est le ministre de tout à un moment donné, parce qu'il était sur tous les fronts. Effectivement. Grand artisan de la lutte contre la Covid-19. Donc, ancien ministre de la Santé, qui a été désigné président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Donc, c'est globalement ce qu'il faut retenir en fait de ce nouveau gouvernement. Et il y a des ministres qui conservent leur poste, et qui changent de portefeuille. Je pense que Sophie va en parler. Exactement. Juste avant Sophie, alors ce qui est important, je voulais juste souligner que c'est moi qui l'ai peut-être noté, mais le Conseil économique et social a changé de dénomination. Oui, changé de dénomination, j'ai parlé du Conseil économique et social, environnemental et culturel. Voilà. Conseil économique, social, environnemental et culturel. Wow. Et justement, donc en parlant de ces ministres qui restent dans le gouvernement mais qui changent de ministère, Edith l'a dit tout à l'heure, on a Kandia Camara, mais il y a également Mariatou Koné qui était au ministère de la Solidarité, qui maintenant est ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, donc elle vient en remplacement à Kandia Camara. Et puis il y a Roger Félix Adom, que nous avons reçu sur ce plateau plusieurs fois, qui était précédemment au ministère de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public, qui passe ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, totalement son domaine d'activité. Ouais. Voilà. Et puis Sidi Thiemoko, qui était ministre de la communication et qui maintenant passe ministre des ressources animales et halieutiques. Très bien. Et un autre point aussi à retenir, mais qui nous a attristés quand même dans cette équipe, pour les femmes, je veux dire, après on verra les hommes, c'est le nombre de femmes nommées ministres. Ouais. Donc sur un total de 42 ministres, on n'a que 8 femmes qui ont été retenues, qui ont été nommées. C'est pas suffisant, non. On l'a dit, et lorsqu'on fait le point, lorsqu'on fait un retour en arrière, de la première à la deuxième à la troisième République, je pense qu'on n'a jamais dépassé le nombre de 10 femmes au gouvernement. Ouais. Je ne sais pas, il y en a une qui fait du Rihanna assis. Ça veut dire quoi, hein? Je ne sais pas, il y a un petit air de Rihanna assis. De ressemblance. Ouais, c'est ça. Mais ce sont les 8 femmes. Ouais. Ce sont les 8 femmes du gouvernement actuel. Donc, allez-y. Ce sont les femmes de compétences. Hein. Maintenant, après, je veux dire que, à mon sens, sachant qu'il existe un compédium des compétences féminines en Côte d'Ivoire, oui. Un compédium des compétences féminines en Côte d'Ivoire qui est une sorte de plateforme qui a été mise en place par l'ancienne ministre Euphrasie Yao, donc ancienne ministre de la Femme, et qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir retrouver toutes les femmes compétentes en Côte d'Ivoire dans les différents domaines. C'est assez dommage pour moi. C'est juste un petit bémol. En tout cas, moi, je pense qu'aujourd'hui, avec moins de 20% de femmes dans le gouvernement en Côte d'Ivoire, moi, je trouve ça aberrant, surtout pour un pays comme la Côte d'Ivoire, aussi avancé sur le continent, sachant qu'on a des pays comme au Rwanda, par exemple, où le gouvernement compte 26 ministres, et sur les 26 ministres, on a 13 femmes. Ministre, c'est la moitié. On voit un petit peu le développement économique de ce pays-là. C'est pas lié forcément. Non, madame. Mais si, pour moi, je pense que c'est lié. Personnellement, je pense que c'est lié. Je pense que les femmes, on a des aptitudes que les hommes n'ont pas. Je suis désolée. Comme on le disait tout à l'heure sur le plateau, la dernière fois, il y a une semaine sur le plateau, on a déjà une facilité à multitask, mais en plus de ça, on a une sensibilité que les hommes n'ont pas forcément. Donc, on apporte un plus. Et si on nous laisse un petit peu plus de place, on pourra voir, je pense, des résultats différents. Maintenant, je pense qu'on peut quand même avoir un petit point de réjouissance, c'est que ça avance peut-être lentement, mais ça avance, et on le remarque notamment quand on regarde on peut avoir un petit point de réjouissance, je sais plus. Non, on peut avoir un petit point de réjouissance parce que c'est quand même 8 femmes ministres sur 42, soit 19%. C'est déjà plus que ce qui était auparavant. Donc, on peut dire que les choses avancent quand même petit à petit. Donc, je pense qu'on ne va pas seulement rester sur le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes ministres.
c'est quelque chose qu'on sait et ce sont des problématiques qui sont soulevées dans la société. Vous avez une femme qui est numéro 2 du gouvernement. Non, si je peux finir. On peut faire mieux, on est d'accord. On peut faire mieux. Non, on peut faire mieux. Non, on ne passe pas sous silence. On ne passe pas sous silence, mais il faut quand même féliciter les petites avancées qui sont faites, même si elles sont minimes. C'est ce que j'essaie de dire. D'accord. Et moi, mon point sur ça, je pense qu'il est bien connu. C'est pas Edith qui dira le contraire. On en a débattu plusieurs fois sur ce plateau-là. Moi, je dis tout simplement, le combat, il n'est pas à l'arrivée, mais il est au départ. Il faut faire en sorte que la jeune fille en Côte d'Ivoire soit beaucoup plus scolarisée. C'est aussi simple que ça. Oui. Bon, on va dire félicitations au nouveau ministre, à ceux qui sont reconduits, et puis ceux qui n'ont pas été auront le sentiment d'avoir servi la Côte d'Ivoire, et surtout la conception de servir le pays à tous les niveaux. Donc, pour dire, on n'est peut-être pas ministre aujourd'hui, c'est pas l'hécatombe, on peut servir ce pays-là de différentes manières. Comme par exemple ce monsieur français qui avait fait un don à l'État. Voilà. Donc, pour certains même, je pense qu'il y en a même qui ont demandé à sortir du gouvernement. Oui, il y en a qui ont fait, la veille, certaines déclarations pour acter qu'ils n'étaient pas reconduits dans le gouvernement et qu'ils acceptaient la décision. Et remercier en plus le président de leur avoir fait confiance précédemment. Donc, voilà. Et puis, je termine là-dessus, il y a des gens qui ont été ministres, qui n'ont pas été, qui étaient ministres, qui n'ont plus été ministres, après qui ont été rappelés au gouvernement. Exactement. Voilà, ça tourne, ça change, jeu de chaises musicales. Puis il y a d'autres qui attendent. D'autres pourront faire leur sur ce plateau, certainement, qui ont envie d'être ministres. Ce qu'on note également, c'est que Kakabe, on termine là-dessus, Kakabe a été, en tout cas, il a conservé son poste au niveau du ministère de la Réconciliation. C'était même un des seuls à être sûr de conserver ce poste, je pense. Jeudi prochain sur ce plateau, lors du décryptage, là, on saura un tout petit peu, on fera une analyse plus profonde. Oui, et puis les enjeux géopolitiques. Exactement, concernant ce nouveau gouvernement. Oui. Donc, retenons l'information, le nouveau gouvernement ivoirien est connu, 42 membres, dont 8 femmes, pour dire. Et le numéro 2 est une femme aussi. Ouais, bon, alors, mécontentement du côté des collectivités territoriales ivoiriennes. Il y a un arrêt de travail qui est annoncé par les syndicats. Que se passe-t-il là-bas? Tout à fait. Alors, les collectivités territoriales ivoiriennes marquent justement cet arrêt de travail-là à partir de demain. En tout cas, ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé à travers une note. Donc, ça devrait s'étendre sur 72 heures à compter de demain 7 avril. Et les raisons principales qui ont été énoncées sont d'abord, on va dire, la suspension du paiement des indemnités de départ à la retraite des agents. Donc, ils demandent tout simplement l'annulation pure, simple et de façon définitive justement de cette suspension-là. Et puis, on a d'autres raisons qui viennent s'y ajouter. On a le paiement intégral de la revalorisation des primes de transport des agents. On a par exemple, je vais vous dire, le paiement des indemnités et des avantages en faveur de certains fonctionnaires et des agents qui exercent dans ces collectivités-là. Et puis, on a l'application sans réserve d'un article portant sur le non-licenciement des agents des collectivités territoriales. Donc, en tout cas, qu'est-ce que ça implique justement cet arrêt de travail? Ça implique justement l'arrêt de travail des mairies, des conseils régionaux et des districts. Donc, seront impactés par exemple des actes civils, des mariages pendant toute cette durée. Mais on parle de 2 jours, donc du 7 au 9. Donc on attend de voir ce qui sera fait. Les indiscrétions disent que des négociations sont en cours, ont été en tout cas proposées, parce que le nouveau gouvernement étant connu aujourd'hui, je pense que les choses... il y a un cadre de discussion qui est certainement en train de se mettre en place. En tout cas, notre souhait, c'est que cet arrêt de travail n'ait pas lieu et que aussi les différentes recommandations des uns et des autres soient prises en compte dans la mesure, comme on dit, dans la limite du stock disponible. Donc l'un dans l'autre, qui est un minimum de satisfaction. Et c'est surtout que pour les populations, il n'y ait pas de gros déficits. Désagréments. Et désagréments. Merci beaucoup, Réal. Je t'en prie. Il n'y a plus de ministère de la Ville. Pardon? Il n'y a plus de ministère de la Ville. Oui. Voilà. Donc, je pense que ça sera un point à traiter pour le ministère de la modernisation du territoire aussi. En tout cas, c'est une façon de lui souhaiter la bienvenue. Je vais lui laisser un gros petit dossier bien chaud, une grosse patate bien chaude sur la table pour commencer. Ouais, c'est clair. Sans échauffement, il va falloir entrer dans le vif du sujet. C'est ça. Bon, Là, je voulais dire quelque chose sur vous. Mais bon, si je disais quelque chose sur vous que ce n'était pas vrai, est-ce que j'étais en train d'être... Non, pas d'être dans la diffamation? Oui. Ah oui.
En tout cas, on en saura plus tout à l'heure parce que nous recevons Mélissa Didier pour nous parler dans le cadre de Que dit la loi. Aujourd'hui, on parle de diffamation. Allez, Mélissa nous rejoint. Mélissa, je vous accueille comme tous les mardis. Allez-y, ne vous levez pas pour moi, s'il vous plaît. Laissez-moi me lever. Très bien. Et tirer la chaise à Miss JJ. Voilà. Merci, au bon endroit. Mais je vous en prie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci, monsieur Kouachi. À tout à l'heure. Encore un peu de peps sur le plateau. Ah oui. Mélissa, comment ça va? Ça va très bien. Comme tous les mardis, on vous reçoit pour aborder avec vous des questions de loi. Aujourd'hui, on parle de diffamation. C'est un terme qu'on entend souvent en rapport souvent avec les journalistes. On dit, ouais, il y a eu la diffamation. Mais c'est quoi la diffamation? À quel moment on parle de diffamation? Comment ce terme se définit? Et surtout, pour les personnes physiques, comment ça se manifeste? Comment ça se présente? C'est ça, donc la diffamation, c'est quand même très large parce que ça couvre autant les personnes physiques, donc monsieur et madame tout le monde, nous ici, ça touche les entreprises, les autorités, les institutions étatiques, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur monsieur et madame tout le monde. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est que la diffamation? Je t'ai entendu donner un exemple. En fait, la diffamation, en fait, c'est, comment la loi le dit, on va parler de toute allégation ou imputation de faits qui portent atteinte à l'honneur d'une personne. Ben bon, qu'est-ce que ça veut dire? Allégation, c'est-à-dire que c'est une affirmation ou quelque chose qu'on présente comme vrai. Ou encore, quand on dit imputation d'un fait, c'est tout simplement de dire qu'une personne est à l'origine, par exemple, de quelque chose. Donc, comme un exemple, le fait, par exemple, de traiter quelqu'un de drogué, alors qu'il ne l'est pas, c'est une diffamation. Ou le fait de traiter X de voleur sur les réseaux sociaux, par exemple, ça peut être considéré comme de la diffamation. De façon terre à terre, quand on ment sur toi, on a diffamé, c'est ça? Voilà. Et puis quand on dit porter atteinte à l'honneur, c'est pas forcément mentir, hein. Donc, quand on dit porter atteinte à l'honneur, c'est que ça peut être porter atteinte à la réputation, à la dignité, ridiculiser. C'est un peu plus large que juste le mensonge. Mais est-ce que si c'est à huis clos, entre guillemets, c'est-à-dire que dans un appartement avec 3-4 personnes et qu'il y a ce genre de langage, comme on dit, de Congo-ça ou d'affairage, est-ce que c'est considéré comme la diffamation? Alors non, parce qu'en fait, la diffamation a un caractère public. D'accord, ok. Donc, une fois que ces propos sont tenus sur la scène publique, là, on va vraiment parler de diffamation, parce que là, il y a vraiment atteinte à l'honneur. Je disais parce que j'ai parlé tout à l'heure de journalisme, parce qu'en général, ce terme-là a été connu par des articles qu'on avait jugés diffamatoires. Quelqu'un faisait un article et il disait des choses sur quelqu'un, il n'y avait pas de preuves, et cet article-là portait véritablement un coup à l'honneur de la personne, et la personne avait le droit de porter plainte. Est-ce qu'on a le droit de porter plainte quand on se sent diffamé? Ben, bien sûr. Et quand est-ce qu'il y a diffamation? Donc, la première, c'est il y aura diffamation lorsque le propos est faux. Donc, on va considérer qu'il y a diffamation lorsque le propos est faux. Mentir sur quelqu'un. Donc, mentir sur quelqu'un. On va aussi considérer qu'il y a diffamation, que ça soit vrai ou que ça soit faux, lorsque ça porte atteinte à la vie privée de quelqu'un. Donc, qu'est-ce que la vie privée? C'est tout ce qui tourne, qui est en fait l'intimité de quelqu'un, donc par son cercle exemple, la fermé. divulgation d'un secret médical, par exemple, pourrait être considérée comme la diffamation? Ça, on relèverait plutôt de la confidentialité médicale et je ne pense pas que la personne... Alors, donc, si on dit une vérité qui porte atteinte à la réputation de la personne, on a quand même diffamé? Oui, parce que ça peut être, par exemple, dans le caractère de la vie privée d'une personne. Donc, je prends un exemple, vie familiale, vie sentimentale, vie sexuelle, situation financière. Donc, en fait, si, par exemple, on sait que le mari de notre copine la trompe, et puis on ne peut pas le dire sur Facebook, quoi. Mais par exemple, si on le dit sur Facebook, la personne indexée, ici, pourrait être victime et pourrait porter plainte pour diffamation, parce que là, il y a eu atteinte à sa réputation, à son honneur, Même si c'est se sent blessé, et même si c'est vrai, on est quand même dans la sphère de sa vie privée. On le voit souvent dans les magazines People, où beaucoup de célébrités font des procès pour diffamation contre ces journaux. On le voit même dans les enquêtes et investigations de journalistes, de grands journalistes, où avec preuve à l'appui, avec photos, avec dossiers, avec tout ce qu'on peut liquer comme document, eh bien, ils sont quand même poursuivis pour diffamation. Qu'on a pu avoir sur ce plateau, c'était dans la petite info, c'était ce SDF justement qui a porté plainte parce qu'on avait utilisé son image pour un article sur les drogués alors qu'il n'était pas drogué en réalité et qui a empoché de 40 000 € sec, on va dire. Voilà, donc c'est des exemples. Donc, non seulement pour éviter une sanction, donc d'être reconnu coupable de diffamation, il faut soit prouver que les faits sont vrais. Si on n'est pas
dans la sphère privée, parce que là, comme on l'a vu, en fait, que ça soit vrai ou que ça soit faux, on pourrait être condamné pour diffamation. Et il y a aussi cette notion de est-ce que la personne était de bonne foi ou pas. Donc, c'est quoi la bonne foi? On dit souvent, bon, c'est des notions juridiques, hein, mais on parle de quelqu'un qui est prudent et diligent. Donc, quelqu'un qui va faire un peu ses recherches, une personne raisonnable, on compare à une personne raisonnable. Qu'est-ce qu'une personne normale aurait éventuellement fait? Est-ce qu'on a fait ses recherches, etc. Donc, oui. Moi, j'ai une question, je veux savoir. Mais aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, est-ce que, si moi je vais porter plainte pour diffamation, est-ce que ça va jusqu'au bout, quoi? Est-ce que les gens sont vraiment sanctionnés? Voilà. Est-ce que l'État, ou la loi? En fait, ça, c'est le rôle, hein, parce qu'en fait, on a 2 sanctions. Donc, je vais juste terminer, parce que la bonne foi, par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut quand même faire ses recherches. On ne peut pas juste affirmer, par exemple, je ne peux pas aller regarder sur www.papato.com un fait et puis le relayer, admettons, en disant, par exemple, j'ai vu Sophie faire telle ou telle chose, ou Sophie aurait fait telle ou telle chose, parce qu'on peut éventuellement, par ricochet, comme ça, c'est trop facile, dire « Oh, mais j'avais vu l'information quelque part », ça pourrait être aussi considéré comme de la diffamation. Donc, j'invite à la prudence. Maintenant, dans les sanctions, effectivement, tu as non seulement le recours est enclenché quand on porte plainte. Donc, il faut porter plainte pour qu'il y ait une poursuite en diffamation. Maintenant, il y a des sanctions qui vont être pénales. Donc, quand on a vu, c'est en général pénal, c'est l'État face à un individu, par exemple. Donc là, en règle générale, pour les questions de diffamation, on n'encourt pas des peines de prison. Les peines de prison sont réservées à incitation à la violence, propos haineux, injurieux envers un groupe ou envers une personne, à caractère, tu vois, ethnique, etc. Donc, mais en règle générale, ça va être des amendes, donc ça va être pécunier. Et oui, il y a des sanctions. Je pense, j'ai lu une histoire d'un monsieur qui avait été condamné à 12 mois de prison pour diffamation, cette fois-ci envers une entreprise. Mais donc, je l'ai souvent entendu. Oui. Il y a des sanctions. Il y a même un organisme qui s'appelle le PLCC, donc je ne veux pas dire n'importe quoi. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Voilà, exactement. Donc, qui en fait est chargée en fait d'investiguer, donc ils peuvent recevoir des plaintes, investiguer sur certaines, enquêter sur des faits, regrouper les preuves, parce que, excusez-moi, mais même si vous êtes derrière un avatar, vous pouvez être poursuivi pour diffamation. Et justement, le rôle de cette plateforme-là, c'est aussi d'enquêter, d'avoir des preuves pour éventuellement constituer un dossier. Et on l'a vu aussi, quand tu parles de la plateforme numérique du web, il y a des plateformes qui existent pour pouvoir dénoncer, en tout cas, quand on a aimé un restaurant ou qu'on n'a pas aimé un produit de consommation qu'on a acheté au supermarché, par exemple. On peut le dénoncer sur les réseaux sociaux ou partager son expérience. Mais de plus en plus d'entreprises, maintenant, font des procès en diffamation, en tout cas, ce qu'elles considèrent comme la diffamation, contre des personnes qui font juste des retours d'expérience d'un pot de yaourt qu'elles n'ont pas aimé ou bien d'une boîte de tomates. Mais on a le droit, c'est pas de la diffamation. C'est pas de la diffamation. Elle a montré en perspective les limites la personne considère comme une diffamation. Oui, mais je veux dire, il y a des preuves à l'appui. C'est-à-dire que moi, je vois de quoi tu parles. Je sais qu'il y a 2-3 semaines, il y avait quelque chose comme ça qui tournait sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, où des consommateurs avaient acheté de la tomate en pâte et s'étaient retrouvés avec des produits avariés ou en tout cas pas assez de quantité dans les boîtes, etc. Donc, mais l'entreprise considère qu'elle a été victime de diffamation. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que mais après, il y aura un procès. C'est là où on va trancher où est la limite. Mais sinon, on a le droit, lorsqu'on se sent floué, lorsqu'on se sent blessé par des propos, de porter plainte. Effectivement, parce que diffamation ne veut pas dire qu'on n'a pas d'opinion. Il faut juste aussi le mesurer, parce que c'est vrai que la diffamation, ça peut aller loin, parce qu'on parle aussi de si elle est insinuée, c'est-à-dire que même si on ne dit pas clairement, donc même si elle est insinuée, on ne dénonce pas quelqu'un clairement. Donc si je ne t'identifie pas, par exemple, et que... j'en sais rien, je dis, bon, une chroniqueuse, et je sais pas, et puis après, je fais un clin d'œil et je dis shine, shine. Si on peut clairement t'identifier, il peut y avoir diffamation, même si je n'ai pas cité. Bon, je vais aller, à partir de demain matin, je vais porter plainte. Ça coûte cher, les avocats. Très bien. En tout cas, ça rappelle juste qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, qu'on dit des gens, qu'on dit des autres, et surtout quand on est en public. Et surtout sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est le nouvel ère. Donc, moi, je recommande, on tourne 7 fois la langue et ensuite on tourne 7 fois le pouce. Les gens se disent que sur les réseaux sociaux, on peut tout dire. Il y a un autre nom pour ça aussi, fake news, les fake news. Vous l'avez dit un peu en baouli quand même. Les fake news. Sans vous rentrer le paquet. Mélissa, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve mardi prochain.
Celui que nous recevons aujourd'hui est une personnalité assez connue des Ivoiriens. Hein. Il est diplomate, envoyé spécial, ambassadeur de la francophonie. Il vient de mettre sur le marché une œuvre autobiographique qui s'intitule « Une vie de Paris ». Bonsoir, Chairman. Mohamed Salamé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau. Merci, c'est gentil de m'avoir invité. Ça nous fait plaisir. Chairman, je disais tout à l'heure, homme de sport, de culture, ambassadeur, diplomate, homme d'affaires, homme pluridimensionnel. Derrière quoi vous courez, Chairman? Ben, écoutez, je vous remercie d'abord de m'avoir invité et bravo à ce plateau sublime. C'est pour la première fois que j'arrive ici. Merci. Et bravo à toute l'équipe. Et en fait, je ne cours pas parce que ça fait bien longtemps que je suis dans des associations. Ça fait bien longtemps que de ma profession que j'exerçais depuis la ville d'Abengourou, j'essayais d'écrire ma biographie. Et donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où il fallait que je l'écrive, je le fasse découvrir et qu'on aille de l'avant. Alors, vous avez sorti donc ce livre autobiographique Une vie de Paris, qui revient donc sur votre parcours. Est-ce que vous avez réussi tous vos paris? Ben, écoutez, Une vie de Paris, c'est d'abord plusieurs séquences de la vie, c'est les paris de la vie. Donc, quand vous lisez un peu le livre, vous le parcourez, vous voyez que depuis la ville, le village de Niablé, j'avais pratiquement commencé à être très à l'écoute de tous ceux qui s'intéressaient à moi. J'étais pratiquement le journaliste de cette école. Ensuite, on est arrivé à Bengourou, où c'était la même chose. J'ai commencé à organiser des manifestations sportives, tant scolaires que civiles, dans tout le département de l'Est pendant une quinzaine d'années. J'ai fait déplacer à cette époque, quand vous parcourez le livre, des personnalités exceptionnelles, qui sont des personnalités comme le général Barouin, qui était le chef d'état-major, Georges Ouignet, l'emblématique directeur du protocole de toute l'époque d'Oufoué-Boigny, Bala Keïta, Amoakon Idjampa Tiemele, Vanier Bitra, Alassane Salif Ndiaye, Jean-Jacques Béchiot, et toutes ces personnalités, n'est-ce pas, qui se sont déplacées pour regarder un peu ce que le jeune Salamé faisait et ce que, surtout, nous faisions pour égayer la population d'Abengourou et cette jeunesse qui, du football au handball, au basketball et tous ces sports ont pu, n'est-ce pas, s'émerveiller pendant au moins une vingtaine d'années. Et après ça, on a eu un clin d'œil sur l'Asie d'Abengourou. J'étais le vice-président où on a gagné pratiquement la Coupe nationale contre le Stade d'Abidjan. Et puis on s'est lancé dans la politique où j'ai été envoyé spécial, où j'ai été diplomate, où j'ai rencontré pratiquement tous les grands souverains, tous les chefs d'État que je pouvais rencontrer. Et ce qui fait que je suis aujourd'hui dans ce qu'on appelle les paris de la vie. Mais on parle de Paris. On n'a pas fini. Tout à fait. Alors on parle de Paris, en tout cas votre nom était dans un passé récent associé à une maison de téléphonie mobile. Absolument. Dont vous étiez l'administrateur. Quel souvenir vous tirez de ce pari justement? Écoutez, c'est un pari qui avait réussi au départ et c'est un pari qui a peut-être flanché à la fin, mais je préfère qu'on ait un véritable, je dis bien une véritable discussion sur ça dans un autre débat qui sera celui des télécommunications, si c'est possible. Et vous avez bien suivi qu'à cette époque, cette compagnie était très bien installée, elle avait démarré en force, elle avait fait ce qu'elle devait faire, et puis on a été 3-4, et le gouvernement a décidé de quelque chose, et bien le gouvernement prime surtout. Ça n'a pas empêché de continuer à raconter ce qu'on a envie de dire, et ça n'a pas empêché d'aller de l'avant et de faire autre chose. Justement, donc là, c'est un bel enseignement que vous donnez justement à travers cette vie de Paris. Vous semblez nous dire que les paris, il y en a qui ont réussi, il y en a d'autres qu'on ne réussit pas forcément, absolument, mais qu'il faut les accepter. Absolument. Et dans ce genre de vie, notamment comme celle que vous avez, c'est justement, c'est même pas vu comme des échecs, c'est beaucoup plus vu même comme des enseignements et des starting blocks parce que ça vous permet de rebondir. Absolument. Quand vous êtes dans ce genre de, si vous voulez, de fête de société, vous devez vous attendre à tout. Et des qualités de la vie, et des défaites de la vie, et des échecs de la vie, et le waouh de la vie.
L'expérience Comium a été, je pense, un point culminant de votre parcours professionnel. Non, en tout cas, l'un des points culminants de votre parcours professionnel. Un des points, pas forcément. Oui, c'est ce que je disais. Parce que quand vous lisez le livre, vous verrez dans ce livre qu'il n'y a même pas un mot de cause et de Comium. Ouais. Ça, c'est déjà un détail aussi important. Vous avez choisi de ne pas en parler. Non, je n'ai pas choisi. Il y a un tome 2 qui est sorti. Très bien. Donc, ça veut dire que cette biographie, c'est connaître Salamé avant cette époque des télécommunications. Qui il était, qu'est-ce qu'il faisait et qu'est-ce qu'on faisait. Donc dans le tome 2, on saura si dans le tome 2, vous verrez que les expériences continueront. Très bien. Et cette je vais juste expérience finir ma parlera d'autre question. chose. Dans le tome 2, on saura si votre expérience au sein de Comium et le fait qu'il y a eu cette détresse aussi après avec les employés de ce groupe n'a pas impacté, on va dire, négativement votre vie par la non, suite. absolument Vous pas. direz votre part de vérité, en tout cas, dans le tome 2, éventuellement. Alors, absolument pas. Alors Malgré là, absolument pas, parce que il y avait bien des directions, il y avait bien un conseil d'administration, il y avait bien beaucoup de choses. Et puis, cette décision n'a pas été unique à Comium, elle a été unique à 4. Elle concernait plutôt 4 compagnies de téléphonie mobile. Très bien. Donc, on n'était pas les seuls. Puisque vous voudriez qu'on parle vraiment du tome 1, je pense que quand on finit de lire ce livre, vous faites tellement de choses, vous incarnez tellement de domaines à la fois, de secteurs, qu'on se demande qui est vraiment ce Tom. Donc, si on doit résumer... multiculturel. D'accord. Qui aime toucher à tout et qui a essayé de tout faire et qui a réussi quelque part à aller de l'avant, malgré qu'il venait d'un village comme Yablé, à Bengourou, à Abidjan et autres. La première partie de votre ouvrage, de mes origines à mon entrée dans le monde, est-ce qu'aujourd'hui on peut estimer que le Mohamed Salamé d'avant, enfin de cette première partie-là, a été un peu ce Mohamed Salamé qui a formé le Mohamed Salamé qui est devenu aujourd'hui? On peut le dire. On peut le dire parce que l'expérience que j'ai acquise à cette époque était une expérience folle, enrichissante. C'était le monsieur qui voulait en découdre avec la réussite. C'était le monsieur qui touchait pratiquement à tout et qui a essayé de côtoyer ce qu'il avait envie, n'est-ce pas, de réaliser. Donc, c'est les paris de la vie. Très bien. Et puis on parle un peu de sport. Vous faites une rencontre qui va bouleverser votre vie. C'est la rencontre avec Laurent Pokou, l'illustre Laurent Pokou. Ouais. Laurent Pokou, c'est l'empereur. Laurent Pokou, c'est l'homme d'Asmara. Laurent Pokou, c'est le monsieur qui a été la première personnalité sportive à présider le premier tournoi de Maracana que j'avais organisé à Bengourou. Et puis on est restés amis, on est restés frères, on est restés copains. On a pratiquement tout fait ensemble. Et Dieu a voulu que ce soit autrement pour lui, paix à son âme. Je profite de votre plateau pour vraiment me prosterner devant la mémoire de Laurent Pokou, qui pour moi est de loin la meilleure image footballistique de la Côte d'Ivoire. Comment il impacte votre parcours? Qu'est-ce qu'il vous dit? Quelle est la nature de vos rapports? C'était des rapports très fructueux, hein, copains. À chaque fois, on se voyait, on discutait de foot, on était amis, il était cool. Donc, c'était la vie de toujours. On avait un groupe d'amis. Moi, je fréquente Serge Kouachi très régulièrement, mais je ne suis pas très sûr que demain, dans mon autobiographie, je dirais que ma rencontre avec lui... non, franchement, ça dépendra de ce qu'il voudra. Et vous avez cité une longue liste d'hommes politiques que vous avez côtoyés, qui ont accepté de participer à vos différentes activités culturelles et sportives. Qu'est-ce qui fait de vous l'ami de ces hommes politiques? Quel est votre atout? Votre touche. Votre touche. Mais écoutez, votre secret. Écoutez, vous voulez connaître mes secrets? Absolument. On est là pour ça. Vous essayez de demander à Fabrice de venir en petite formation, peut-être chez moi au bureau. Et puis, c'est juste pour rire, hein. Et puis vous dire que la finesse, la qualité des relations que j'ai avec les gens a toujours été une qualité non calculée. Ça a toujours été celui qui a voulu communiquer, qui a voulu communier, qui a voulu être au-devant de tout ce qu'il faisait. Et donc avec ça, j'ai trouvé, et Dieu merci, jusqu'à présent je touche du bois, des gens sympathiques autour de moi qui n'ont jamais refusé de me recevoir et qui n'ont jamais refusé de m'écouter. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu à connaître l'ambassadeur Wenien.
en son temps avec le président Houphouët, il était directeur du protocole, j'ai voulu qu'il vienne à Abengourou pour venir présider cette cérémonie du tournoi Salamé. Et le tournoi du tournoi Salamé. Et quand il est arrivé et quand je suis allé le voir, c'était à la présidence, mon cœur battait, je frémissais, je dis attention, je vais rencontrer celui que je vois à la télévision chaque jour. Et en son temps, c'était la présidence du président Félix Houphouët-Boigny. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, je viendrai spécialement à Abengourou pour, n'est-ce pas, présider cette manifestation parce que tu m'intéresses. Et il n'y avait rien de calculé. Et jusqu'à présent, on a gardé de très bons rapports. Je le salue d'ailleurs s'il me regarde. Et je l'ai attendu un jour à l'aéroport. Il venait de la Chine avec Siméon Aké, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il m'a trouvé à l'échelle de Boupé. Il a dit, encore toi? J'ai dit oui. On y va à Abengourou. Et dans la semaine, on était à Abengourou. Alors, moi j'aimerais bien revenir sur cette petite anecdote qui concerne l'ancien président du Libéria, donc qui vous nomme ambassadeur auprès de lui. On sait qu'à cette époque, vous étiez déjà homme d'affaires, mais en même temps, qu'est-ce qui joue en votre faveur à cette époque? On sait que vous n'aviez pas forcément terminé le cursus. C'était d'abord la sympathie. Ensuite, ce n'est pas un monsieur que je connaissais particulièrement, je l'ai rencontré à Abidjan. Donc, sympathique comme homme, il a voulu que je sois dans son écurie comme ambassadeur. En plus de ça, diplomate, et en plus de ça, envoyé spécial. Qu'est-ce qui a valu cette confiance? C'est le fait qu'il ait vu que j'étais en train d'émerger et qu'en plus de ça, j'avais des qualités qui me permettaient d'être à ses côtés et d'aller un peu plus loin dans nos relations. C'est pour ça que j'ai servi d'ailleurs, pas lui seul, plusieurs. Vous ne le dites pas, hein, mais ça fait 2 expériences où on vous choisit, vous, au feeling, je te veux toi. Charles Taylor dit, je te veux dans mon équipe. À un moment donné, il y a certainement quelque chose que vous ne dites pas. Mais non, absolument pas. C'est la qualité que je représentais vis-à-vis de ces personnes. Et puis, demain matin, vous pouvez travailler pour un chef d'État qui n'est plus chef d'État. Et il trouve en vous des qualités exceptionnelles et vous venez à ses côtés. Et il y en a plein qui ont travaillé pour plusieurs chefs d'État qui ne sont plus d'actualité. Et il y en a plein qui n'ont pas travaillé pour des chefs d'État et qui avaient des qualités. En vous écoutant, Chairman, et surtout en parcourant les feuilles de votre livre, il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est vos origines. C'est Abengourou, c'est la Côte d'Ivoire. Il était important pour vous, je pense, à travers ces lignes-là, de démontrer tout l'amour que vous avez pour ce pays, je absolument, pense. Absolument. Parce que, je suis né à Abengourou. De la qualité de l'accueil de ce peuple, qui est le peuple Agni, m'a marqué. Et il faut reconnaître une chose, c'est que le peuple Akan, à travers l'Agni que je fréquentais, a toujours été très correct dans sa façon de fonctionner, très correct dans sa façon de parler. Et puis, on vit une vie paisible. On a vécu près de 30 ans à Abengourou. On n'a jamais eu de problème. Et avec des gens, avec les autochtones. Donc, de la manière dont ils nous ont accueillis, c'est de cette même manière-là qu'on devrait porter cet amour à travers Abengourou pour toute la Côte d'Ivoire et pour tout ce qu'on a pu faire. Je pense qu'on se sent flatté en tant que... En tout cas, originaire de la région Agni, en tant qu'Agni, Abengourou. Ah ben voilà. Okay. Vous avez grandi à Abengourou? Non, je n'ai pas grandi à Abengourou, mais mon père est d'Abengourou. Ah, ok. Et c'est quelle famille? Brou. Je vais vous laisser. Je vous connaissance. On a beaucoup de choses à partager. Moi qui aime bien le jeu de mots Paris, je me suis dit, Paris pour désigner des challenges des paris, mais Paris comme Paris aussi, pourquoi pas? Oui, en fait, quand vous le regardez... de Louga, en fait. En fait, quand vous le regardez en librairie, vous frappez tout de suite sur le titre. Et vous voyez, écoutez, c'est quand même attirant. Très bien. Voilà, une vie de Paris, on a toute l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu à Paris tout le temps et qui aime Paris, qui aime la frime, qui aime ceci, qui aime cela. Et puis on découvre que c'est plutôt les challenges et les paris de la vie. Mais je pense que c'est pas très loin de l'image que peut se faire de vous certaines personnes, notamment certains jeunes, qui vous ont découvert également à travers des œuvres musicales. Parce qu'il fut un temps en Côte d'Ivoire où aucune œuvre musicale ne sortait sans Chairman, le président Salamé. Où on vous voyait dans de nombreux... Et c'était l'air de couper décalé. J'avoue que j'ai toujours été un amoureux de la culture et des musiques et chansons classiques. C'est pour ça que beaucoup de mes amis ont toujours été des hommes de culture et des hommes de chansons. Et notamment dans la littérature. Hein. Donc quand vous prenez, si vous voulez, l'époque musicale depuis Amédée Pierre, avec Louga, avec Ernesto Djedje, avec Aïcha Koné, avec Nayanka, avec Chantal Taïba, avec Widjiped, avec Baïs Pinto, avec
tout ce beau monde qu'il y avait, j'ai toujours été présent et j'ai toujours été de ceux qui ont voulu les écouter avec attention et avec fraternité. À la page 197 de ce bouquin, de votre œuvre, vous avez un chapitre intitulé « Ma Côte d'Ivoire d'hier aujourd'hui, regrets et espoir ». Quand je lisais, je me suis dit, à un moment donné, j'ai eu l'impression que vous avez écrit avec vos larmes. C'est vrai. C'est vrai parce que vous avez bien parcouru ce paragraphe quand même. Parce que les regrets, c'est quoi? Les regrets, c'est le fait qu'on soit passé par cette crise. Les regrets, c'est le fait d'avoir connu une Côte d'Ivoire en crise, en palabres fraternelles, avec des gens qui se connaissaient du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui n'avaient pas besoin de faire tout ça. C'est ça les regrets. C'est ça les regrets. On ne devrait pas avoir cette tâche. Aujourd'hui, on est dans une situation où tout est peut-être en train de revenir à la normale. Et nous devrons, encore une fois, comprendre une fois pour toutes qu'il ne se passe pas 24 heures en Côte d'Ivoire où un Ivoirien du Nord n'appelle pas un Ivoirien du Sud, où un Ivoirien du Sud n'appelle pas un Ivoirien de l'Est, où un Ivoirien de l'Est n'appelle pas un Ivoirien de l'Ouest. Pourquoi on peut arriver à un stade d'incompréhension totale alors que c'est aussi simple que ça de s'asseoir comme vous êtes sur cette table, aussi sympathique, pour discuter de tout ce qu'on a envie de discuter, même quand on n'est pas d'accord. Alors, vous parlez de regrets. Pourquoi ? Vous parlez de regrets, justement, et dans un des chapitres, vous avez parlé d'être un globe-trotteur diplomatique, pour faire allusion un peu à toutes ces sympathies, ces relations diplomatiques que vous avez pu avoir. Comment est-ce que cela vous a servi aujourd'hui pour impacter la Côte d'Ivoire ? Non, je n'ai pas compris. Vous avez parlé la Côte d'Ivoire. Oui, pour impacter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes c'est ça. C'est mon expérience que vous pouvez apporter j'ai quelque chose en Côte Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que concrètement vous apportez à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire avec tout ce background? Quand vous lisez un peu ce livre, vous verrez quelque part que chacun de nous a apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ouais. Pour apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, il ne faut pas forcément être nommé. Il ne faut pas forcément être ministre. Il ne faut pas être forcément directeur général. Il faut savoir ce que vous êtes en train de faire et ce que vous faites, s'il est bon ou pas, à un moment donné. Maintenant, nul n'est parfait. La perfection, elle n'est pas de ce monde. Seul Dieu est parfait. Et avec ça, on espère que quand on va le lire, on a apporté notre petite pierre à l'édifice, qui est celle de la Côte d'Ivoire, sublime, des années sublimes, des années belles, et qu'on la retrouvera. Est-ce que vous êtes toujours en activité diplomatique, j'ai envie de dire? Oui, j'ai des missions quelque part où certaines personnes me font confiance et continuent à m'envoyer à des missions. Actuellement, je suis à la francophonie. Je suis le président de l'Association internationale du libre ensemble des ambassadeurs de la francophonie. Et nous avons été très présents lors des dernières campagnes présidentielles. La dernière campagne présidentielle, nous avons parcouru pratiquement tous les hommes politiques qui existaient en Côte d'Ivoire pour leur dire que la quiétude et les retrouvailles en Côte d'Ivoire ne peuvent qu'être autour des discussions paisibles. Et vous avez donc une mission de votre association? Parce que quand vous lisez bien, j'ai connu le président Bédié quand même depuis 1980. Il a participé beaucoup à mes connaissances politiques. Il était parmi ceux qui étaient présents au tournoi des 3A1D. 3A1D, ça veut dire quoi? À Bengourou, à Zopé, à Agboville et Daoukro. Vous aviez de bonnes relations avec le gouvernement en place et notamment tous les gouvernements qui se sont succédés en Côte d'Ivoire? Vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations avec un gouvernement. Vous pouvez avoir des relations correctes, disciplinées avec un gouvernement. Un gouvernement, c'est un gouvernement. Donc si demain matin, un ministre de la République vous demande de venir chez lui, ben vous vous levez, vous partez chez lui, vous parlez de ce qu'il a envie de parler. Le président de la République, c'est le patron du pays. S'il a envie de vous recevoir, il vous reçoit. S'il n'a pas envie de vous recevoir, eh bien, un de ses collaborateurs vous recevra. Et depuis le 31 mars, l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été définitivement acquittés par la Cour pénale internationale. Comment vous avez accueilli cette décision? Je l'ai accueilli comme tout Ivoirien qui aime la Côte d'Ivoire. C'était extraordinaire d'entendre ça. C'est des Ivoiriens. Ils ont été libérés, ils ont été acquittés. Eh bien, je pense que le gouvernement a pris note de ce que cette justice internationale a décidé.
Et le président Gbagbo a été le président de la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé a été un des acteurs, comme de sa génération. Beaucoup d'autres acteurs ont participé d'une manière élégante, d'une manière agitée et d'une manière un peu spéciale à eux, à la vie politique de ce pays. Bravo de l'avoir fait remarquer. Il faut respecter la décision de la Cour internationale et bravo la liberté. Et puis, vous donnez peut-être le ton de ce que vous souhaitez que l'après-acquittement soit. À la page 200 de votre ouvrage, vous dites quand un conflit atteint la proportion de ce que nous avons vécu, il revient à ceux des protagonistes qui pensent avoir raison de demander pardon à ceux d'en face, car celui qui a tort n'est jamais dans la logique de pardon, mais dans celle de la revanche. C'est donc celui qui dirige qui doit savoir user de l'acte de contrition pour emmener l'adversaire d'hier à devenir l'ami. C'est pour ça qu'il est président de la République. C'est pour ça qu'il est élu au suffrage universel. C'est pour ça qu'il est élu à 51, à 60, à 90, à 95%. Quand on a été élu président de la République, ça veut dire que quelque part, il y a bien une partie de la Côte d'Ivoire qui est contre vous, mais vous avez été élu. Donc je suis plus pour le pardon présidentiel à tout Ivoirien que pour, encore une fois, s'engouffrer dans des situations un peu difficiles qu'on a connues. Je fais confiance non seulement à ce gouvernement, mais à la façon, n'est-ce pas, que le président de la République, quelque part, élabore ce problème. Alors, Chairman Salamé, vous êtes ambassadeur, envoyé spécial. Vous connaissez bien les rouages de la diplomatie, des négociations. Absolument, absolument. J'ai participé d'ailleurs de manière très large aux discussions sur la crise ivoirienne. Depuis Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Kléber, Marcoussi, j'y ai participé. J'ai regardé, j'étais aux côtés aussi deux fois de Tchambas, qui était à la CEDEAO, aux côtés des chefs d'État. J'ai connu tous ces chefs d'État, j'ai regardé un peu comment ils fonctionnent. Le président Yadema est un dinosaure de la culture de la paix sur la Côte d'Ivoire. Et les autres d'ailleurs, Obasanjo et Koufor et Abdoulaye Wade. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous êtes en crise avec moi et que vous essayez de me réconcilier avec vous, ce n'est pas parce que je vous ai rencontré que vous m'avez réconcilié. Ça prend du temps pour être réconcilié définitivement, surtout dans cette crise comme la Côte d'Ivoire. C'était des crises de génération pour moi en fin de compte. Une génération qui se levait et qui n'était pas trop d'accord avec ce qui se faisait, qui a décidé autrement de se faire entendre et d'aller de l'avant. On est encore dans ça. Heureusement qu'on est en train de se rattraper et de faire en sorte qu'on retrouve encore une fois cette Côte d'Ivoire du 6e Sion, qui est la belle, qui est celle de la fanfare militaire pour laquelle on défilait sous les drapeaux orange, blanc, vert. Mohamed Salamé, votre ouvrage « Une vie de Paris » est disponible en librairie en ce moment. Oui, à la FNAC, aujourd'hui, et à la librairie de France. Très bien. Et avec mes relations personnelles, j'ai déjà pratiquement écoulé la moitié du premier jet. Mais justement, à qui s'adresse ce livre? Parce que il s'adresse à tout le monde. D'accord. Il s'adresse à tous ceux qui ont envie de lire le parcours de quelqu'un. Et il s'adresse surtout à vous, sur ce plateau, aux élèves, aux fonctionnaires, aux hommes politiques aussi. Aux hommes politiques. Je les conseille d'ailleurs ce livre parce qu'on n'a pas le même parcours. Ils sont peut-être un peu plus édifiants que moi. Mais je suis convaincu que mon parcours va les amener à comprendre un certain nombre de choses et qu'on est ensemble dans tous les domaines et dans tous les cas. Chairman Mohamed Salamé, on a été très heureux de vous recevoir sur notre plateau ce soir. Il y en aura certainement d'autres occasions, certainement à la sortie du tome 2. Du Vous n'allez pas attendre le tome 2 pour m'inviter. On aura d'autres occasions, je disais. En tout cas, ça a été un vrai bonheur de vous avoir à nos côtés. Je vous en prie. Et puis, Dieu est amour. Et merci encore une fois. On vous en prie, on souhaite un plein succès à votre ouvrage qui déjà a commencé à connaître le succès que vous espérez. Merci Madame Bleu, et ainsi Monsieur Kouachi et toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. On se retrouve demain ici sur ce même plateau pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse.